Je vais vous présenter le travail d'une thèse d'exercice de Océane Permilleux et Juliette Delpierre, dont j'étais la co-directrice avec ma collègue Carla Sevin. Il s'agit d'une revue de littérature, des outils de repérage disponibles dans la littérature pour la maltraitance de la personne âgée et l'étude de leur faisabilité donc pour notre activité de soins. Tout d'abord, la maltraitance, selon la définition de l'OMS, c'est un acte unique, répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Il y en a plusieurs types, comme toutes les violences ou maltraitances. Chez les personnes âgées, la négligence était retrouvée à peu près dans 4% pour 4% des personnes âgées, financière de l'ordre de 7%, physique un petit peu moins, donc 3%, sexuel 1%, psychologique 11,6%. Il y a également en institution énormément de maltraitance. 2 personnes travaillant en institution sur 3 ont déclaré avoir déjà eu des maltraitances pour les personnes âgées de n'importe quel type. Le risque de ces maltraitances pour ces personnes sont l'apparition de séquelles physiques ou psychologiques, avec un risque d'augmentation de la dépendance, une majoration de la morbimortalité et une augmentation in fine des dépenses de santé. À l'heure actuelle, on a 1 personne sur 6 victime de violences quand elle a plus de 65 ans. Et aujourd'hui, notre population de personnes âgées, donc en 2000, ce sont les chiffres de 2023 si je me souviens bien, était à peu près 1 personne sur 5. Comme on l'a vu précédemment, on va avoir une augmentation majeure du nombre de personnes âgées, donc potentiellement une augmentation également du nombre de maltraitances chez ces personnes. Notre gouvernement en a fait une politique, un objectif de santé publique, notamment avec le développement du numéro 3977, qui est un numéro du coup disponible pour la déclaration des violences. On a observé notamment en 2020 une augmentation de 36% du nombre de ces appels, a priori probablement liés à la crise Covid. 75% venaient du domicile et 25% de ces appels venaient des institutions. Donc nos compétences sont essentiellement du coup de repérer, dépister. Cependant, ces compétences sont importantes. On peut ou non utiliser des outils. Donc c'est l'objet de cette revue. Mais notre outil doit être viable, acceptable et par les patients et par les professionnels de santé et également faisable. Donc faisable, simple, facile, reproductible, valide et acceptable. À l'heure actuelle, on n'a aucune recommandation qui existe dans la littérature malgré un objectif de santé publique et nous n'avons pas également d'exploration de leur faisabilité en médecine générale. L'objectif était donc d'actualiser les données sur les outils existants dans la littérature et d'en voir l'adaptabilité en médecine générale. Nous avons donc effectué une revue littérature que nous avions clôturée donc fin novembre 2022 avec la recommandation Prisma pour sa mise en place. Nos critères d'inclusion étaient d'avoir plus de 65 ans, que les articles soient rédigés en langue française ou en anglais ou anglaise pour des raisons de praticité, nous ne parlions pas les autres langues, des études originales qui traitent l'analyse d'un outil de repérage de la maltraitance de la personne âgée, les études décrivant les critères de réalisation et de faisabilité de l'outil de repérage. Nos critères d'exclusion étaient l'adaptation et la traduction d'un outil dans une langue autre que le français ou l'anglais, la réalisation par des dentistes ou des pharmaciens, et ensuite nous avons évalué chaque étude par différents critères de qualité, donc la grille Strobe pour les études observationnelles et CADAS 2 pour les études de validité diagnostique. Nous en avons extrait différentes caractéristiques que je vais vous montrer juste après dans les résultats. Donc les caractéristiques extrinsèques et intrinsèques des tests. Et nous avons également fait une déclaration à Prospero sous le numéro ci-dessous. Nous n'avons donc pas fait de déclaration ni au comité d'éthique ni au comité de protection des personnes puisque la loi ne le nécessitait pas. Nous avons sélectionné donc dans 3 bases de données, Embase, PubMed et Web of Science, 5182 articles. Après une lecture des titres et abstracts en anonymisation avec nos 2 thésardes et les co-directrices qui ont fait la gestion des conflits. Donc à chaque étape, nous avons finalement inclus 21 articles. Juste le coefficient d'accord était de 0,85 pour l'ensemble du processus. Alors, donc là, on vous a extrait donc les différents résultats en fonction de certaines caractéristiques que nous avions regardées dans les études. Tout d'abord, 17 tests de maltraitance repéraient la maltraitance globale, 2 repéraient uniquement la maltraitance psychologique, 1 la maltraitance financière et 1 la maltraitance familiale.
Concernant les lieux de réalisation, ils étaient réalisés assez fréquemment au domicile, donc pour 9 d'entre eux, ou alors en cabinet ambulatoire, il y en a eu un seul, et 6 étaient réalisés dans des structures hospitalières. En cabinet ambulatoire, c'était essentiellement, pour la majeure partie, les services sociaux qui les réalisaient. Le réalisateur, pour seulement une étude, était fait par un médecin généraliste. On retrouvait également les services sociaux pour quasi la moitié, ou alors les infirmières diplômées d'État pour 5 études. Alors, il nous a semblé aussi important de regarder si l'évaluation du niveau cognitif était faite, puisqu'il s'agissait de questionnaires pour des personnes âgées, et on sait que le déclin cognitif peut altérer les réponses. Du coup, il a été réalisé pour 8 tests. Pour 12 tests, il n'était a priori pas réalisé. Il était applicable s'il y avait des troubles cognitifs sévères que pour un seul des tests. 6 des tests nécessitaient la réalisation d'une formation préalable à la réalisation, et nous avions des outils validés en langue française pour 5 revues, pour 5 articles, pardon. Les questionnaires étaient donc des hétéro-questionnaires pour 15 articles et des auto-questionnaires pour 3 d'entre eux. Les nombres d'items étaient globalement assez courts pour les tests en tout cas qu'on avait choisis. Le temps de réalisation pour près de la moitié était de moins de 15 minutes. On en avait donc 5 qui étaient entre 15 minutes et 2 à 3 heures. 2 à 3 heures, c'était 3, et c'était ceux qui étaient réalisés au domicile par notamment les équipes sociales. Alors, on a aussi extrait les caractéristiques intrinsèques, donc la sensibilité et la spécificité. Donc là, sur ce tableau, on voit les 21 études qui ont été extraites. Ça nous semblait important de pouvoir regarder ces caractéristiques pour nous aider dans le choix des études qui nous paraissaient le plus pertinentes pour notre exercice. Une spécificité trop basse risquait d'accuser des personnes à tort, et une sensibilité trop faible pouvait aussi être compliquée dans l'utilisation ou alors dans l'excès de réalisation d'enquête. On voit qu'il y a certains qui avaient donc des spécificités et des sensibilités relativement faibles. On s'est beaucoup posé la question pour faire nos choix. Qu'est-ce qui était important du coup pour choisir notre test? Déjà, la première chose, c'est qu'on s'est dit qu'est-ce qui est faisable pour repérer chez une personne âgée. On a également trouvé dans la littérature des choses qui étaient dans ce sens-là. Pour nous, l'évaluation du niveau cognitif était essentielle à faire en préalable. Dans la littérature, nous avons également retrouvé que les échelles de Likert étaient préférables et qu'il fallait utiliser un langage compréhensible, donc du coup pour la personne âgée. En parallèle, un test en médecine générale doit pouvoir être implémenté facilement, doit être de bonne qualité. Le fait qu'il soit validé en langue française était une valeur ajoutée également, puisqu'on pouvait l'utiliser concrètement dans notre pratique. Et ensuite, on s'est posé la question, on n'a pas forcément de réponse, si pour sa bonne utilisation, une cotation spécifique ou une formation était nécessaire. On a finalement choisi donc 2 tests que je vais vous présenter juste après, ED Senior Aid et EASI, qui évaluaient donc le niveau cognitif avant. Le seul qui était applicable pour tous, c'était ED Senior Aid. Aucun de 3 minutes. J'ai vu. Aucun de ces tests n'utilisait d'échelle de Likert. Donc là, c'est le score qui est ED Senior Aid, qui avait comme avantage d'étudier la maltraitance globale. Il était de réalisation inférieure à 5 minutes, évaluer les troubles cognitifs. Et en fait, il était par étapes. En fonction de chaque réponse, on allait plus loin ou non. Donc, on pouvait proposer également un examen clinique qui nécessitait une formation courte, avait une bonne sensibilité et une spécificité. L'inconvénient de ce test-là, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'a pas de traduction française validée. Et le second, qui est l'EASI, qui lui est également pour l'étude de la maltraitance globale, de réalisation courte. On peut suspecter une maltraitance et enclencher donc une enquête, notamment si on a un critère de plus où il y a une réponse oui. Il a été testé par des médecins généralistes et il a une traduction française. L'inconvénient, c'est que si on a un MMSE qui est inférieur à 24, il n'est pas applicable. C'est une erreur. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Pardon. Je pensais, en le lisant, j'ai dû inverser. Les forces de l'étude étaient l'indépendance donc des chercheurs. On a effectué une double lecture. Nous n'avions pas de financement et notre équation de recherche a été réalisée à l'aide d'une bibliothécaire universitaire. Cependant, pour ce type d'études, il y a probablement des biais de publication puisque les études non validées n'étaient pas forcément tout le temps présentes. Donc finalement, si on doit retenir quelque chose, en tout cas nous de notre travail, c'est qu'on en a vu 2 qui seraient potentiellement applicables en médecine générale, donc EASI et ED Senior Aid. Cependant, ils n'ont pas été testés en vie réelle, ce qui est quand même une certaine limite. Probablement, alors j'en ai pas parlé dans les résultats, mais le développement de l'informatisation pourrait aider à la mise en place de ce type de repérage. Les tests qui fonctionnent le mieux semblent être faits en
coopération interprofessionnelle, notamment soit avec les services sociaux, soit avec les professionnels de santé. Et ces tests sont bien sûr un repérage et pas un diagnostic. Et en cas de positivité, donc ça peut nous entraîner une enquête plus approfondie sur le repérage de la maltraitance. Merci pour votre attention. Nous vous remercions pour cette présentation. On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ? J'ai été très très claire. Moi j'en ai une. Du coup, ça vous est venu comment initialement l'idée de création de ce sujet ? Et ce qui est super, c'est que c'est venu des internes. Et du coup, après, en fait, elle voulait parler de la maltraitance des personnes âgées. Et du coup, on a essayé de regarder un petit peu, on a discuté ensemble du sujet. Et finalement, on en est venu progressivement à se dire, mais en fait, on n'a pas de recommandations à l'heure actuelle. Ça existe, on entend ou on suspecte des choses, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, en cabinet de médecine générale ? Et on est reparti là, vraiment du début en se disant, on va peut-être regarder déjà ce qui existe, qui est potentiellement faisable et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et du coup, pour ma part, à la suite de cette revue, je pense que ça reste quand même très compliqué à faire pour un médecin généraliste puisque les outils de repérage sont quand même relativement limités à l'heure actuelle. Mais ça me renforce le fait que vraiment de travailler en équipe pluriprofessionnelle et de s'appuyer sur les intervenants à domicile notamment peut vraiment être une aide majeure dans la prise en charge de ces personnes parce qu'en fait, on a plein de portes d'entrée qui sont différentes et je pense que c'est pas forcément le médecin qui doit être la porte d'entrée de tout pour ce type de population en tout cas. Merci. Des questions ? Il y a une question à l'avant. J'ai une question. Bonjour, je suis juste là. Pardon. Je suis interne en 5e semestre. Vous parlez du repérage et ensuite de l'enquête, mais que signifie l'enquête ? Que faire une fois qu'on a fait un repérage positif avec des signes d'appel Il va se rapprocher des équipes sociales, des intervenants à domicile essentiellement. D'accord. Donc ce serait par exemple, vous avez des noms de structures avec lesquelles on doit se mettre en relation Alors, sur notre territoire, nous, c'est essentiellement le CCAS. Et on travaille, nous aussi, avec une infirmière de pratique avancée qui fait des évaluations à domicile de comment est-ce que ça se passe. Et après, pour tout ce qui est institutionnel, je pense que ça relève, il me semble, mais c'est pas dans les études, que ça peut relever du rôle des coordinateurs d'EHPAD ou d'institutions de faire de la prévention en amont sur la maltraitance des soignants envers les personnes âgées. Bonjour, docteur Queneau, messieurs à Besançon. Si j'ai bien écouté le début de votre topo, vous disiez qu'il y avait 2 personnes sur 3 qui disaient avoir été à un moment donné maltraitants, potentiellement. Oui. Et du coup, partir... En institution. En institution. Mais l'institution, je pense qu'il y a des structures qui évaluent la qualité des soins et puis la non-maltraitance. Mais qu'en est-il à domicile ? Comment on peut évaluer comment une personne âgée est maltraitante par la famille ou par des aidants ponctuels, salariés par exemple, qui ne sont pas des structures comme le CCAS, etc. Alors c'est là toute la difficulté, parce que du coup, alors je l'ai pas forcément mis dans les résultats, mais on avait aussi regardé qui pratiquait le test de repérage ou à qui il était adressé. Et il y a eu pas mal de questionnements. Parfois, les questions dans certains tests étaient adressées aux aidants directement. Mais si l'aidant est maltraitant, du coup, c'est pour ça qu'on les a aussi qu'on les avait aussi exclus. Si l'aidant est maltraitant, il va pas dire de lui-même qu'il y a une maltraitance. Après, il y a pas mal de choses sur les points d'appel qui peuvent nous amener à nous dire, il peut y avoir de la maltraitance à domicile. Il y avait aussi parfois, ils s'adressaient aussi aux soignants. Ça veut dire les infirmières qui venaient à domicile, les portages de repas, les aides-soignantes, les personnes, des auxiliaires de vie qui pouvaient venir à la maison, justement pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était vraiment le faisceau d'arguments qui conduisait à se dire qu'il pouvait y avoir de la maltraitance. Mais c'est très très difficile pour ce type de population, notamment quand il y a des troubles cognitifs. C'est compliqué. Mais une personne sur 6 c'est quand même également serait victime. Donc, oui. Oui.
C'est pour ça que dans le ED Senior Aid, il y a et c'est ce qui nous semblait, c'était vraiment celui qui nous semblait pertinent, c'est qu'on a aussi vraiment un examen physique et une analyse du domicile qui permet parfois d'avoir des indices sur comment est-ce que ça peut se passer. Mais clairement, c'est pas du tout adapté à notre pratique seule de médecin généraliste. Ça doit être fait à l'aide d'autres professionnels. C'est très très long de pouvoir faire ce genre de choses. Un examen clinique, une évaluation du domicile, aller voir les aidants, aller voir tout l'ensemble des soignants qui s'occupent de la personne. Enfin, c'est complexe. Bonjour, Elise Riedard, je suis médecin généraliste à côté de Rennes. Merci pour ce travail. Juste une toute petite question. Vous avez mis dans des critères d'exclusion pharmaciens et dentistes, je crois. Ça m'intéresse. Enfin, ça veut dire qu'en fait, peut-être vous avez trouvé des scores faits par les pharmaciens et les dentistes. Enfin, étant donné que nous, on en utilise peu, ça paraît intéressant qu'eux le fassent. Oui, il y en a eu, notamment les dentistes, c'était pour des choses qu'on pouvait voir au niveau dentaire, des traumas ou des mauvais états dentaires, il y en a eu quelques-uns. Et pourquoi est-ce qu'on les avait exclus ? Je ne sais plus. On a eu une discussion, mais voyez, on a fini la clôture en 2022. Du coup, je ne sais plus, je suis désolée. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions pour votre présentation. Merci à vous.